ouvrons cette semaine un dossier radioactif, celui du nucléaire. L'Europe possède 129 réacteurs, mais la plupart sont vieillissants, plus de 30 ans d'âge. Leur entretien et leur démantèlement surtout risquent d'être un gouffre financier. En 20 ans, 600 milliards d'euros seront engloutis dans le nucléaire en Europe. Alors cette énergie est-elle vraiment rentable? Pour ouvrir le débat, notre partenaire News République vous a posé une question. Le nucléaire est-elle l'énergie la moins coûteuse? Vous avez été plus de 19 000 Européens à répondre. Moins d'un tiers d'entre vous, 30%, estiment que le nucléaire est le moins cher. Et près de la moitié, 49%, pensent le contraire. Alors comment nos voisins européens gèrent-ils cette épineuse question du nucléaire? En sortir ou y rester? C'est l'heure des correspondants. Here in the UK, you En Suède, c'est un nouveau départ pour le nucléaire. Les 9 réacteurs, qui produisent 35% de l'électricité du pays, vont continuer à turbiner. En juin dernier, le Parlement a même autorisé la construction de 10 nouvelles centrales, entérinant le maintien de l'atome et reniant ainsi les engagements des sociodémocrates en faveur d'une sortie progressive du nucléaire. Sous la pression des producteurs d'électricité, le gouvernement a aussi accepté la suppression de la taxe sur les installations nucléaires. Il a notamment cédé au géant suédois Vattenfall, qui menaçait de fermer ses centrales, expliquant ne pas avoir les moyens de prolonger leur durée de vie. Cette taxe apportait pourtant 500 millions d'euros par an à l'État. Elle sera désormais absorbée par les ménages qui verront leur facture d'électricité augmenter. En Espagne, le débat autour du nucléaire n'a jamais été aussi tendu. Que faire de la vieille centrale de Garona dans le nord du pays? Bâtie en 71, fermée en 2013, après plusieurs incidents, cette installation du même modèle que celle de Fukushima pourrait réouvrir sous l'impulsion du nouveau gouvernement conservateur. La centrale qui ne produit plus d'électricité est en gouffre financier. 50 millions d'euros sont dépensés chaque année pour la maintenir sous perfusion. Autre pomme de discorde avec l'opposition, la durée de vie des centrales. Le Premier ministre Mariano Rajoy entend prolonger jusqu'à 60 ans la durée d'exploitation des 8 réacteurs existants qui fournissent 20% de l'électricité du pays. Cela permettrait selon lui de mieux amortir les coûts et de juguler les hausses d'électricité récurrentes. L'Espagne est devenue le 5e pays européen où l'électricité est la plus chère. Les tarifs ont augmenté de 56% depuis 2006. Alors qu'on sorte du nucléaire ou qu'on y reste, il faudra toujours s'occuper des déchets qui, pendant 1 million d'années, restent toxiques. Ici, dans l'est de la France, à Bure, on cherche des solutions. Avec 58 réacteurs, la France est la 2e puissance nucléaire mondiale après les USA. Si les centrales produisent peu de CO2, leurs déchets restent un grave problème. La solution retenue par l'ANDRA, l'agence de gestion des déchets radioactifs, est l'enfouissement profond à plusieurs centaines de mètres sous la surface. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Alors, à l'intérieur de ce fût en inox, on va y mettre les parties métalliques des barres de combustible. D'accord. Donc ça, c'est des produits dangereux? C'est des produits très dangereux. Ouais. Et c'est pour cette raison qu'on est en train de mettre en place un endroit où on va mettre de façon permanente et définitive ces déchets. Donc on va les mettre dans des fûts en béton, comme celui-là, c'est ça? C'est ça. On teste leur solidité, j'ai vu, là. Tout à fait. Ouais, faites voir. Donc en fait, on réalise des essais de chute sur ces surconteneurs de béton. Il faut pouvoir garantir que les fûts qui sont à l'intérieur de ce surconteneur ne soient pas endommagés. Une technique différente est à l'étude pour les déchets les plus hautement radioactifs. Comme ils dégagent beaucoup de chaleur, il leur faut des conditionnements plus petits. On voit ici comment les sarcophages en inox seront enchâssés dans des galeries horizontales creusées dans la roche. Direction le laboratoire souterrain. Alors c'est ici, on peut avoir un point de vue sur le puits. Là, on peut voir le puits. Ah ouais! 500 mètres plus bas. Nous, on est où, là? Alors, nous sommes exactement ici, à la base du puits auxiliaire. Et ça, c'est tous les tunnels qui ont été creusés. Voilà. Le site de Bure a été choisi selon plusieurs critères. Pas de centre urbain important, pas d'activité sismique et surtout la présence d'une couche d'argile de 140 mètres d'épaisseur, réputée étanche et censée limiter les remontées à la surface de l'eau contaminée par la radioactivité. On peut ouvrir cette petite fenêtre et donc là, vous voyez la fameuse argile qui nous intéresse. Donc là, vous avez... Elle est sèche, c'est très sec.
C'est une argile qui a les propriétés d'être très homogène, avec une composition minéralogique qui varie mais extrêmement peu. Et c'est ça qui est très intéressant pour nous. Vous êtes sûr de vous, hein, vous? Oui, moi je suis sûre de moi, oui. Ouais, vous êtes scientifique, vous. Des dizaines d'expériences sont menées ici par les scientifiques depuis la création de ce laboratoire en l'an 2000. Mais dans le futur site de stockage, l'homme ne pourra pénétrer. Alors, seuls des robots assureront le transport et le rangement des fûts radioactifs. C'est combien? C'est quoi la distance là? Donc cette alvéole, elle fait 40 mètres, mais on est allé jusqu'à 100 mètres. Et c'est là qu'on va mettre les sarcophages. Donc on met un tubage en acier pour pouvoir faciliter le glissement des surconteneurs à l'intérieur et également le retrait puisque le stockage doit être réversible. Et sinon on ferme? On ferme les galeries et ensuite on fermera les puits. La roche est là pour assurer sur du très long terme le confinement de ces déchets. Espérons que ça tienne, quoi. Et c'est prévu pour tenir 600 000 ans. À la surface, des habitants ne font pas confiance. Des militants antinucléaires ont même investi une ancienne ferme dans le village de Bure. Toute l'année, ils mènent des actions contre le projet d'enfouissement. Pourquoi, selon vous, il ne faut pas stocker les déchets radioactifs ici en sous-sol? Parce qu'il y a une proximité avec les nappes phréatiques, le principe de précaution est le plus élémentaire et pas du tout garanti. Donc c'est un peu un truc d'apprenti sorcier en fait, c'est de voir, on teste et on voit si ça va fonctionner. Mais là, c'est une zone qui est plutôt argileuse, donc très stable, étanche. C'est tellement stable qu'il y a un ouvrier qui s'est pris une galerie sur la figure en février. En 2016, oui. Merci beaucoup. Après la catastrophe de Fukushima, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Mais ce n'est pas si simple, car il faut maintenant démanteler les centrales. Le contribuable allemand va payer longtemps après la fin du nucléaire. C'est une enquête d'Élise Bronsard. Lubmin, aux confins de l'Allemagne, en ex-RDA. Au bord de la mer Baltique, une ancienne centrale nucléaire est en déconstruction depuis 1995. 5 réacteurs à démanteler. Près de 900 employés effectuent ce travail de titan. Une grosse pièce en démantèlement comme celle-ci est difficile à manipuler en l'état. Donc on doit d'abord la découper afin de pouvoir procéder ensuite à sa décontamination. Découpe thermique. Karcher ultra puissant, les morceaux de la centrale sont décapés, puis trempés dans des bains chimiques afin d'être décontaminés. 1,8 million de tonnes de matériaux doivent être traités, sans compter les murs. Même les bâtiments doivent être décontaminés afin qu'ils puissent ensuite être démolis. La décontamination des murs va durer jusqu'à la fin des années 20. Le démantèlement durera plus de 30 ans, 2 fois plus que la durée de fonctionnement de la centrale, mise à l'arrêt pour des raisons de sécurité. D'ici 2022, l'Allemagne aura fermé tous ses réacteurs. C'est la décision prise par Angela Merkel après la catastrophe de Fukushima en 2011. Avec Fukushima, nous avons appris que même dans un pays de haute technologie comme le Japon, il est impossible de maîtriser les risques liés à l'énergie nucléaire. Mais sortir du nucléaire, est-ce vraiment en finir? Démanteler des centrales génère des déchets considérables. Alors où l'Allemagne va-t-elle les stocker? Et qui paiera la facture? Lors du démantèlement, certains déchets ne peuvent pas être décontaminés. Ils sont stockés en surface, dans ce hangar, derrière des murs de près d'1 mètre de large. Il s'agit notamment des cuves des réacteurs ayant été en contact direct avec des éléments hautement radioactifs. Pour notre sécurité, nous ne devons pas nous attarder ici. Et il faut garder nos distances. Pourquoi? C'est dangereux? C'est radioactif? Oui, ces cuves sont contaminées et elles émettent des radiations. Ces parties du réacteur attendent que l'Allemagne ait trouvé un lieu sûr pour les enfouir. Le stockage en surface n'est autorisé que de manière provisoire. Ce n'est pas une solution définitive. Il faudra ensuite enfouir ces éléments dans des couches géologiques profondes, sous terre. Mais le provisoire dure et la facture grimpe.
Pour cette centrale, le coût du démantèlement et du stockage des déchets a été évalué dans un premier temps à 3,2 milliards d'euros. Mais aujourd'hui, les prévisions dépassent les 6 milliards et demi. Oui, c'est le double, mais c'est parce qu'on a sous-estimé la durée du démantèlement et du stockage provisoire. La question centrale, c'est quand est-ce que tous ces déchets vont enfin partir? Pour l'instant, ils attendent ici dans leurs containers. Mais même quand ces déchets radioactifs seront partis à l'enfouissement, il faudra encore démanteler notre centre de stockage intermédiaire. Donc finalement, tout ça nous emmène jusqu'en 2090, au plus tôt. L'urgence pour l'Allemagne, c'est de trouver un lieu définitif pour enfouir ces déchets radioactifs. C'est le rôle de cet homme. Il parcourt le pays à la recherche de l'endroit idéal. Il doit convaincre les populations et surtout évaluer les risques. Une mission délicate qu'il n'est pas sûr d'accomplir de son vivant. Il faut que l'on prouve que cet endroit assure une sécurité sur le très long terme. On parle ici d'1 million d'années, pendant lesquelles on doit certifier que les éléments radioactifs ne finiront pas dans la biosphère. Et les projets engagés jusqu'ici ne pourront pas être poursuivis à cause de questions de sécurité non résolues. Wolfram König doit notamment réparer les erreurs du passé, en particulier le fiasco de l'ancienne mine de sel d'Asse, au centre de l'Allemagne. Utilisée discrètement par la RFA comme centre d'enfouissement des déchets nucléaires dans les années 70, elle est aujourd'hui infiltrée d'eau qui risque d'être contaminée. Dès le début, des scientifiques ont alerté, disant qu'il ne fallait rien stocker là-bas, car la structure géologique n'était pas adaptée. Mais à l'époque, on n'a pas écouté ces avis que l'on ne voulait pas entendre. Maintenant, on essaie de développer un concept de nettoyage, mais qui va coûter cher, très très cher, car il faut extraire les déchets de la mine. C'est la seule solution et ça va coûter des milliards, encore des coûts qui n'étaient pas prévus. Pour financer l'enfouissement des déchets, l'Allemagne a demandé aux entreprises du nucléaire de provisionner 23 milliards d'euros sur un fonds spécial. Largement insuffisant, selon cet expert des questions de stockage. Personne ne sait vraiment combien cela va coûter à la fin, mais ce sera clairement plus élevé que cette somme. Et si l'argent ne suffit pas, qui devra payer? La main de l'État, le contribuable. Le problème, c'est qu'un principe est bafoué. C'est que ceux qui ont fait énormément d'argent par le passé avec l'énergie atomique, eux, se rachètent une liberté. Les entreprises du nucléaire savent exactement ce qu'ils ont à payer et le reste, on s'en fiche. C'est l'État qui régale. Je trouve ça inadmissible. Certains économistes parlent d'une facture qui atteindrait les 70 milliards d'euros, rien que pour l'enfouissement des déchets. 100 milliards en comptant le démantèlement. Des sommes impossibles à endosser pour les géants du nucléaire? C'est ce qu'affirme le ministère de l'économie et de l'énergie. Il s'agit, comme toujours dans la vie, d'un compromis, car les solutions radicales sont impraticables. On ne peut pas, d'un côté, assurer l'argent et en même temps assurer la bonne santé des entreprises. C'est incompatible. À quoi vous sert le principe pollueur-payeur si celui qui doit payer n'existe plus? Et ceux qui finiront par payer ne sont pas encore nés. Selon l'Institut allemand de recherche économique, l'énergie atomique se révèle, à long terme, un gouffre financier pour les consommateurs. Nous savons avec le recul que l'énergie atomique est la plus chère de toutes les technologies de production d'énergie. Quand on inclut les coûts de recherche, de construction, mais aussi les coûts de démantèlement, du stockage, des risques, etc. L'énergie atomique n'a jamais été évaluée avec des critères économiques. Sinon, on se serait rendu compte dès les années 60 que ça ne valait pas le coup. Aujourd'hui, le nucléaire coûte au moins 2 fois plus cher à produire que l'éolien terrestre ou le solaire. S'il a malgré tout été développé dans un contexte de guerre froide, c'est davantage pour des raisons militaires qu'économiques. Je vais vous faire une confidence. Quand j'avais 20 ans, j'ai manifesté contre les centrales nucléaires. C'était dans les années 70. L'homme que je vais rencontrer ici à Paris était ingénieur, physicien, et lui construisait le parc nucléaire français. Depuis, Bernard Laponche a changé de bord et il milite activement pour une sortie du nucléaire. C'est un consultant international de référence dans le domaine de l'énergie. Bernard Laponche, vous étiez de 1961 à 1979
Vous êtes au commissariat à l'énergie atomique, hein, le CEA, qui en fait travaille aussi sur la bombe atomique. Vous étiez ingénieur à l'époque. Vous y croyiez à l'époque au nucléaire? Ben oui, je travaillais dans le nucléaire. Oui. Et comme tous les gens qui travaillaient dans le nucléaire, je croyais dans le nucléaire. Vous avez changé d'avis quand alors? Au début des années 1970. D'accord. Parce que j'étais militant à la CFDT et qu'à la CFDT, j'ai compris qu'il y avait d'autres activités dans le nucléaire que le travail papier que je faisais en tant qu'ingénieur. Et je me suis aperçu qu'est-ce que c'était les risques, qu'est-ce que c'était la radioactivité. À l'époque, il y avait une croyance très forte dans le progrès. Une croyance dans cette énergie qui allait à la fois nous rendre autonomes, qui était propre, qui était notre indépendance, qui était notre force, qui était pas cher. C'était formidable quand même, l'atome. Le nucléaire était apparu dans l'histoire de l'humanité avec la bombe atomique. Et donc le nucléaire civil, c'est-à-dire la production d'électricité, était par comparaison une revanche. L'atome pour la paix, le grand discours d'Eisenhower aux Nations Unies. Au niveau mondial, le nucléaire a atteint son sommet il y a une quinzaine d'années, puisqu'il représentait 18% de la production d'électricité mondiale. Il représente aujourd'hui moins de 11%. C'est-à-dire qu'en fait, le nucléaire a amorcé son déclin bien avant Fukushima. Pourquoi faut-il en sortir du nucléaire? Pour 3 raisons très simples, qui sont celles du gouvernement allemand. L'Allemagne ne me paraît pas un pays stupide. Premièrement, le risque d'accident majeur, puisque l'autorité de sûreté nous dit que l'accident majeur est possible en France. 2, les déchets radioactifs qu'on accumule et qu'on ne sait pas qu'en faire pendant des milliers d'années, y compris si on les met sous la terre, ce qui est une idée complètement stupide. Et 3, la prolifération. C'est-à-dire que si vous faites, comme on fait en France, du retraitement, que vous produisez du plutonium et que vous vous amusez à vendre un peu partout votre technologie, vous avez du plutonium un peu partout, et le plutonium est la matière première pour faire les bombes atomiques. Enfin, c'est difficile, hein. Les Allemands, ils s'y sont mis, ils ont dû relancer le charbon, ils ont augmenté le prix de l'électricité, qui est 2 fois plus cher qu'en France. Alors, ce que vous dites est faux. Les Allemands ont diminué le nucléaire et vont le diminuer jusqu'en 2022. Oui. Tout ce qui a été diminué en nucléaire a été compensé, non pas par du charbon, mais par les énergies renouvelables. Les prix ont augmenté, pas parce que le coût de l'électricité a augmenté, mais parce qu'ils ont mis des taxes supérieures pour, en particulier, financer les renouvelables. Donc, ce n'est pas lié au coût de l'électricité. Oui. D'ailleurs, si le coût de l'électricité en Allemagne était si élevé, l'Allemagne nous achèterait de l'électricité. Or, c'est l'inverse. OK, on arrête le nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est la sortie à l'allemande. En France, on gaspille l'électricité comme on en a trop, qu'on a un surplus de nucléaire. La moitié de la consommation d'électricité en France, c'est l'électroménager, l'audiovisuel, l'informatique et l'électronique. D'accord. Et là-dessus, on peut économiser de façon extraordinaire. On peut faire une économie de 20% sur l'électricité. Et ça suffit pour prendre le relais avec les nouvelles énergies? Avec petit à petit les énergies renouvelables. Et là, il y a des bonnes nouvelles, d'après ce que j'ai lu, le prix, notamment de l'éolien terrestre, baisse énormément. Oui, vous avez le nouveau nucléaire qui était entre 90 et 120 euros le mégawattheure. Et puis l'éolien terrestre, entre 40 et 70, ils arrivent à être en dessous du nucléaire actuel, c'est-à-dire mieux que les 60 euros par mégawattheure. Ce qui est un gros progrès, effectivement. C'est énorme. Ça, c'est des bonnes nouvelles, alors, là, du coup. Mais d'excellentes nouvelles. Ouais. Simplement, la France n'est pas dans le coup. Vous avez accompagné une initiative qui s'appelle Enercop. Enfin, c'est une entreprise qui vend de l'électricité qui est d'origine renouvelable, hein, c'est ça, qui se vend un peu plus cher, l'ordre de 15% plus cher que celle qu'EDF fournit. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire si on veut changer les choses? Il y a un aspect social et culturel qui est très important. C'est que si vous avez du pétrole, du charbon, du gaz et de l'uranium, ce qui est le gros de la consommation française, vous êtes pieds et poings liés par rapport à la situation mondiale. C'est-à-dire l'indépendance énergétique, c'est du pipeau. Si par contre, vous reposez sur sobriété, efficacité renouvelable, vous dépendez de la situation locale, nationale, des possibilités du territoire. Et donc, il y a une décentralisation totale de la question énergétique. Ce n'est plus les compagnies énergétiques seules, mais de plus en plus les territoires, les collectivités locales, les citoyens.
Qui vont initier qui quoi vont initier à la fois des installations, ils vont à la fois jouer sur leur propre consommation et aussi au niveau de la production, puisque j'ai des énergies renouvelables partout. C'est ça la grande différence. D'accord, ok. Et c'est un système qui est très développé en Belgique, en Allemagne, etc. Ouais. Donc il y a une association qui s'appelle Énergie Partagée, qui a un double instrument, un instrument associatif de formation, d'échange d'expériences et un outil financier. C'est-à-dire vous prenez des actions dans cet outil financier, c'est 100 € l'action, et vous devenez donc actionnaire de cet outil financier. Et cet outil financier prend des parts dans le capital des projets citoyens. D'accord. C'est formidable. Par exemple, en Allemagne, la moitié de l'éolien est financé de cette façon-là. La moitié? La moitié de l'éolien allemand terrestre est financé par les citoyens qui se groupent. Et en France, vous avez des exemples. En Bretagne, le plus connu, c'est Bégawatt. C'est un projet d'éolien. C'est 900 ménages qui se sont mis ensemble, qui ont réuni 2 millions. Mais le coût total, c'est 10 millions. Donc, énergie partagée à rajouter. Et après, vous pouvez aller voir les collectivités locales et après les banques. D'accord. J'ai appris plein de choses. Bernard Laponche, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir.